Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et complexe. C'est un wikibook. On va dans Propriétés et applications, Go Jordan, trouver une base pour. Alors, dans le monde réel, dans les matrices réelles, on a vu qu'on pouvait associer une matrice à 4 bases. Et là, on va faire la même chose, mais dans le monde des nombres complexes. Alors aujourd'hui, on va faire trouver une base pour l'espace ligne de A et trouver une base pour le complément orthogonal de A. Alors, trouver une base pour l'espace ligne de A. Alors la méthode, ça sera la position des pivots de AB donne la position des lignes de A qui forment une base pour l'espace ligne de A. Donc on va voir ce que cela veut dire. Alors on a une matrice A. On va introduire un vecteur B pour créer un système AB parce qu'on va utiliser Go-Jordan et qu'on a besoin d'un système AB pour Go-Jordan. Alors ici, on utilise le Go-Jordan partial pivoting. Alors il va mettre des zéros en dessous des pivots. Alors ici, on a un pivot, ici on a un pivot et ici on a un pivot. On voit qu'il y a bien des zéros. Par contre, au-dessus des pivots, il n'y a pas de zéro. Cette fonction-là fait ce travail. Elle met des zéros uniquement en dessous. Et on a vu que la position des pivots de AB, alors la position des pivots de AB, alors première position, elle est ici. Deuxième position, elle est ici. Troisième position, elle est ici. Nous donne la position des lignes de A qui forment une base pour le complément de l'espace ligne de A. Donc ici, comme il y a un pivot, cela veut dire que cette ligne-là va appartenir à une base pour l'espace colonne de A. C'est un vecteur qui va appartenir. Ici, il y a aussi un pivot. Donc cette ligne-là va aussi appartenir à une base pour l'espace ligne de A. Et ici, il y a un pivot. Donc aussi, donc ça veut dire que ces trois lignes vont appartenir à une base pour l'espace ligne de A. Donc on va recopier ces trois lignes dans un vecteur, c'est-à-dire qu'on va supprimer le B qui permet de résoudre le système AB. Donc on va juste récupérer les vecteurs sans B. Et ici on a donc nos trois vecteurs lignes, et ces trois vecteurs lignes forment une base pour l'espace ligne de A. Ce premier vecteur, puisqu'il y a un pivot ici, ce deuxième vecteur, parce qu'il y a un pivot ici, et ce troisième vecteur, parce qu'il y a un pivot ici. Donc on va faire le deuxième exemple. Alors ce que l'on cherche, c'est à créer une base pour l'espace ligne de A. Pour cela, on va utiliser Go-Jordan. Donc on crée un système AB. Donc ici, on a notre système AB. On applique Go-Jordan partial pivoting. Cette fonction va mettre des zéros en dessous des pivots. Alors il y a un pivot ici, un deuxième pivot ici, un troisième pivot ici. Par contre, dans cette ligne, il n'y a pas de pivot. D'accord ? Comme notre information nous dit que la position des pivots de AB donne la position des lignes de A qui forment une base pour l'espace ligne de A. Comme ici, il y a trois pivots, cela va nous permettre de créer trois vecteurs, et ces trois vecteurs formeront une base pour l'espace ligne de A. D'accord ? Donc ces trois vecteurs, bien entendu, on enlève le B, on enlève le B, et on enlève aussi la ligne qui est nulle. Voilà. Donc comme là il y a 4 lignes, mais on n'en prend que 3, parce qu'on prend uniquement les 3 lignes qui ont un pivot. Voilà. Les 3 lignes qui ont un pivot. Et la dernière ligne, elle n'a pas de pivot. On va faire le troisième exemple.
Alors on a une matrice A, on crée un système AB parce qu'on va utiliser Gauss-Jordan, c'est notre système AB. On va appliquer Gauss-Jordan partial pivoting qui va mettre des zéros en dessous des pivots. Donc là il y a un pivot, il y a des zéros en dessous, là il y a un pivot, il y a des zéros en dessous. Et ensuite, eh ben là les deux, on a deux lignes trucs et deux lignes avec un pivot. Donc là on va récupérer ces deux lignes, on va les mettre dans B qui va être nos vecteurs pour une base pour l'espace ligne de A. Donc on aura un vecteur ici, ça sera celui-là, le premier, et un deuxième vecteur ici, parce qu'il y a un pivot. Par contre, les deux lignes suivantes sont nulles, hein, les deux lignes suivantes sont nulles, donc elles n'appartiendront pas à cette base. On va faire le dernier exemple. Alors, ce que l'on cherche, c'est une base pour l'espace ligne de A. Alors, pour cela, on va utiliser Gauss-Jordan. Donc, on va prendre notre matrice A, on va l'associer à un vecteur B. Ça va nous permettre de créer le système AB. On va utiliser Gauss-Jordan partial pivoting. Cette fonction met juste des zéros en dessous, elle n'en met pas au-dessus, hein, juste en dessous. C'est ça. Cette fonction, je l'ai choisie de cette manière. C'est pas la même que celle en mode réel. Donc elle met des zéros en dessous. Alors ici on a un pivot, et puis ici il n'y a pas de pivot, ici il n'y a pas de pivot, il n'y a pas de pivot. En fait, il n'y a qu'un seul pivot. Il n'y a qu'un seul pivot. Donc notre base pour l'espace ligne de A sera formée d'une seule ligne. Voilà, il n'y a qu'un seul pivot. Il n'y a qu'un seul pivot. Il n'y a pas de pivot. Donc les trois lignes derrière sont donc certainement des multiples de la première. C'est pour ça qu'il n'y a qu'une seule ligne. Et cette ligne unique est un vecteur qui représente une base pour l'espace ligne de A. Alors on va voir le code en langage C. Alors c'est ici que je crée ma matrice. Alors pour vous montrer, j'aurais pu vous imprimer directement cette matrice, mais dans cette matrice-là, on ne comprend pas grand-chose. Hein. Alors ici, on voit qu'on a la première ligne, elle a été multipliée par 2. La deuxième ligne, c'est la même que la première, mais elle a été multipliée par 3. La troisième ligne, c'est la même que la première, mais elle a été multipliée par 4. Et la dernière ligne, c'est la même que la première, mais elle a été multipliée par 7. Donc ça nous permet d'avoir des matrices qui ne se ressemblent pas, hein, des lignes qui ne se ressemblent pas, mais qui sont quand même identiques. C'est ce qui nous permet d'avoir qu'une seule ligne, ici, qu'un seul pivot, parce que toutes les autres lignes sont toutes identiques à la première. Voilà. Donc ça, c'est la méthode que j'ai choisie pour faire ce travail. Alors ici, ce qui se passe, c'est que on affiche A, on affiche B, et on affiche le système AB, hein, c'est ici. Alors ici, ce que l'on fait, c'est qu'on applique Gauss-Jordan partial pivoting, qui met des zéros uniquement en dessous du truc. Donc voilà. On utilise partial pivoting, qui met des zéros en dessous du truc. Ici, on copie le A de AB dans A. Pourquoi? C'est pour simplement enlever comment ça s'appelle, le vecteur nul, hein, le vecteur B. Hein, sinon on aurait toujours notre vecteur B qui serait associé à la ligne ici. Et ensuite ici on copie la ligne R1 de A dans la ligne B1 de B, et B c'est notre ligne qui représente un vecteur, une base pour l'espace ligne de A. Voilà. Il y en a là. Donc cette partie-là, c'est simplement pour que l'on puisse supprimer la partie B
de AB, puisque B c'est le vecteur nul. Et là, quand on copie A, on ne copie que la partie de A et pas la partie AB. Voilà. Ben, c'est tout, hein. Voilà, c'est tout. Voilà. On va le refaire une fois. On a notre matrice A, notre matrice B, on crée un système AB. On utilise Gauss-Jordan partial pivoting qui met des 1 au-dessus, qui met des 1 des pivots, hein, et 0 sous le pivot. Donc là, il y a bien 0 sous le pivot. Et en mettant 0 sur le pivot, on s'aperçoit qu'il n'y a qu'une seule ligne qui représente une base pour l'espace ligne de A, puisque toutes les autres sont des multiples de la première. Donc là, on a vu trouver une base pour l'espace ligne de A. Alors, ce que l'on fait, c'est qu'on utilise Gauss-Jordan et la position des pivots de AB donne la position des lignes qui forment une base pour l'espace ligne de A. C'est-à-dire qu'on récupère toutes les lignes dans lesquelles il y a un pivot et les lignes nulles, eh ben, on s'en débarrasse. Alors, trouver une base pour l'espace ligne de A, de la matrice A, est associée à une base pour le complément orthogonal de A. D'accord ? Alors, cette base-là aura la particularité que quand on prendra le produit scalaire de A par cette base, on obtiendra 0. Donc, on va voir ça. Alors, pour calculer cette base, on va introduire des variables libres dans le système AB pour obtenir cette base. Donc on va voir ce que cela veut dire. On va donc partir du même... on va faire le même voyage que précédemment. Alors on a notre matrice A, hein, c'est des nombres complexes. Hein. Donc on a notre matrice A, on a notre vecteur B, on crée le système AB, comme tout à l'heure. On applique Gauss-Jordan, exactement comme tout à l'heure. Donc là, on a un pivot et un pivot. D'accord ? Donc, ce que l'on va faire, c'est que l'on va introduire les variables libres. Pourquoi ? On va introduire les variables libres parce que les variables libres du système nous donneront cette base. Donc il nous faut introduire les variables libres, c'est-à-dire que ici il y a un pivot, donc c'est bon. Ici il manque un pivot, donc on va rajouter une variable libre ici. Et ici il y a le pivot, c'est bon. Et ici il y a le pivot, c'est bon. Donc il nous faut rajouter une variable libre. Alors c'est cette fonction-là qui va rajouter une ligne de 0. Et cette fonction-là va immédiatement après rajouter la variable libre. Alors cette ligne-là va rajouter une ligne de 0. Alors premier pivot, là il manque le pivot, donc là on rajoute une ligne et on met la variable libre, et comme on a rajouté une ligne, on rajoute aussi une colonne et on rajoute un 1 sur la colonne qu'on a ajoutée. Donc là il y a B, là il y a B, mais ici il y a la colonne qui est associée à la nouvelle ligne que j'ai rajoutée ici. Et ici, il n'y a que le pivot, il y a des zéros partout, c'est le pivot qui manquait ici. Voilà, il manquait un pivot ici, donc j'ai décalé ces deux lignes d'une truc, j'ai rajouté une ligne ici, et j'ai rajouté un pivot. Ici, c'est la fonction qui a rajouté une ligne, et ici, c'est la fonction qui a mis un pivot. En fait, elle rajoute une ligne et une colonne. Rajoute une ligne et une colonne. Donc on se rend compte ici qu'au-dessus des pivots, il y a encore des valeurs. D'accord ? Donc on va rappeler Gauss-Jordan, mais cette fois-ci Gauss-Jordan total pivoting, qui va mettre des zéros au-dessus des pivots, alors que le partial pivoting ne le fait pas. Il va mettre des zéros au-dessus du pivot, et cela va nous donner notre valeur, notre vecteur libre. Et ce vecteur libre, on va s'apercevoir que c'est une base pour le complément orthogonal de A. Donc là, on a résolu notre système. On a mis les pivots tout à 1 au-dessus et en dessous. On a ici B. Donc il y a le B ici qui est nul. Et ici, il y a notre vecteur libre. On a récupéré ici notre vecteur libre.
et on a pris le produit scalaire de toutes les lignes de A par la colonne de B fruit, et on obtient bien 0. Toutes les lignes de A ont été multipliées par la colonne de B fruit, et on obtient bien 0. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que toutes les lignes de A sont bien orthogonales à cette colonne, puisque quand on en prend le produit scalaire, on obtient 0. On peut voir le code directement. Alors, ici, on affiche A et B, le système AB. Ici, on applique Gauss-Jordan partial pivoting, qui met des zéros sous les pivots, mais pas au-dessus. Voilà. Ici, on rajoute la ligne de 0. Ici, on rajoute les variables libres. Quand je dis la ligne de 0, c'est aussi les colonnes de 0 qui manquent. Ici, on met les variables libres et on rajoute les 1. Alors, c'est ici, on rajoute les 1 qui sont dans la colonne truc. Voilà. Ensuite, on réapplique Gauss-Jordan, mais cette fois-ci, c'est le total pivoting, Gauss-Jordan total pivoting. Ce travail-là lui met 0 en dessus et en dessous. Ici, on copie le B de AB dans B, donc le B de new AB dans B fruit. Voilà. Et ici, on a A, on affiche A, on a B fruit qu'on vient de calculer. On multiplie A par B fruit, alors on multiplie A par B fruit et on obtient une valeur, et cette valeur, c'est tout simplement 0. Donc ça veut dire que toutes les lignes de A sont orthogonales à cette colonne de B. Donc cette colonne est bien une base pour le complément orthogonal de A. Alors ça, c'est le premier exemple. Oh là, c'est risqué ça. Ça, c'est le premier exemple. Donc maintenant, on va faire le deuxième exemple. Alors, on a une nouvelle matrice. On a besoin de Gauss-Jordan. Donc, on associe à un vecteur B. On a notre système AB. On applique Gauss-Jordan partial pivoting qui va mettre des zéros sous le pivot. Donc on a un pivot, ici c'est bon, 0 sous le pivot, un deuxième pivot, c'est bon, un troisième pivot, c'est bon. Par contre, il manque le quatrième pivot, il n'y a pas de pivot pour cette colonne, et le cinquième pivot. Donc il manque 2 pivots dans cette matrice. Et ces 2 pivots vont nous permettre de créer 2 variables libres. Elles sont donc ici. Il y a la fonction qui rajoute des lignes et qui met les pivots. En rajoutant 2 lignes, il faut dire qu'elle rajoute aussi 2 colonnes. Comme elle a rajouté 2 lignes, elle a rajouté 2 colonnes. Donc, ici, cette colonne n'avait pas de pivot, on a rajouté une colonne et on a mis un 1 sur la colonne qui correspond à cette nouvelle ligne. Ici, cette colonne-là n'avait pas de pivot, on a rajouté un 1 et une colonne là. Voyez. C'est ici, pardon. Cette colonne-là a bien un pivot, cette colonne-là a bien un pivot, cette colonne-là a bien un pivot, cette colonne-là n'a pas de pivot, cette colonne-là n'a pas de pivot. Et maintenant, elle a un pivot, et elle a un pivot, elle a une colonne qui lui correspond, et avec le 1 ici, et le 1 ici, pour chacune des 1 ici et des 1 ici. Donc là, on a donc notre nouveau système. Par contre, il y a des valeurs au-dessus des pivots, donc on va les neutraliser avec Gauss-Jordan total pivoting qui va lui mettre des zéros au-dessus des pivots, on n'a plus de zéros, et là on va se retrouver avec 2 vecteurs colonnes, et ces vecteurs colonnes, ça va être nos vecteurs libres au départ, mais on va s'apercevoir que ça va être nos vecteurs qui vont former de base pour la complément orthogonal de A. Alors, on récupère les B avec malheureusement le 0, le 0 et nos 2 vecteurs.
Et maintenant, on va prendre le produit scalaire de toutes les lignes de A par toutes les colonnes, les deux colonnes de B fruit, et on va voir 0. Donc ça veut dire que toutes les lignes de A sont orthogonales aux deux colonnes de B fruit. Donc ces deux colonnes sont bien une base pour le complément orthogonal de A. On va faire l'autre exemple. Je ne sais même pas si j'ai bien pris, oui. Alors on a une matrice A, un vecteur B, notre système AB. On applique Gauss-Jordan partial pivoting qui met des zéros sous la matrice, sous les pivots. Donc on a un pivot, deux pivots. Par contre ici, il n'y a plus de pivot. Donc il va nous manquer au moins deux pivots. Hein. Il va nous manquer un pivot pour ici, un pivot pour ici et un pivot pour ici. Donc il va nous manquer trois pivots. On a bien 1, 2. Là, c'est deux lignes nulles. Donc il n'y a pas de pivot. Par contre, il nous reste une colonne sans pivot. Donc ça fait un pivot variable libre. Il manque une deuxième variable libre. Et là, une troisième variable libre, puisqu'il y a trois colonnes qui n'ont pas de pivot. Alors c'est cette fonction-là, c'est les fonctions associées qui vont rajouter des lignes et des pivots, et naturellement des colonnes. Alors là, les deux premières lignes sont correctes. Les trois dernières, là, on les a rajoutées. Alors il y a un pivot avec le 1 qui correspond, un deuxième pivot avec le 1 qui correspond, et un troisième pivot avec le 1 qui correspond. Alors au-dessus des pivots, il y a des valeurs, donc on va utiliser Gauss-Jordan Total Pivoting. Donc Gauss-Jordan Total Pivoting va mettre des zéros partout, hein, et on va se retrouver avec trois vecteurs libres, et on va s'apercevoir que ces trois vecteurs libres vont former une base pour le complément orthogonal de A. Alors ici on a nos trois vecteurs libres qui sont associés au système AB. Donc nous on va les sortir du système pour les mettre dans B fruit. Et là, de la même manière que tout à l'heure, on va prendre le produit scalaire de toutes les lignes de A par les trois colonnes de B fruit et on obtiendra 0. Ça veut dire que ces trois colonnes sont bien orthogonales à toutes les lignes de A. Voilà. Donc maintenant, je crois qu'on fait le dernier exemple. Alors on a une matrice A, on crée un système B, AB, donc il nous faut mettre un vecteur AB, B. On utilise Gauss-Jordan partial pivoting. Dans cette version complexe, cette fonction-là met juste des zéros sous le pivot. Donc ici il y a un pivot, et on s'aperçoit que les trois lignes n'ont pas de pivot. Donc les trois lignes en dessous sont en fait des combinaisons linéaires de la première, puisqu'elles sont toutes nulles. Alors là, on a besoin d'introduire nos variables libres, donc on va mettre des pivots partout où ça manque. Alors ici, on a notre premier pivot, donc c'est bon. Hein. Ici, il nous manquait 4 pivots. Ici, il nous manque un pivot, deuxième pivot qui nous manque, troisième pivot qui nous manque, et quatrième pivot. Donc il nous manque 4 pivots. On a donc rajouté 4 lignes. Et par la même occasion, on a ajouté les pivots, les variables libres, ici. Alors, comme on a ajouté 4 lignes, on a ajouté 4 colonnes. Donc ici, on a ajouté un pivot pour cette colonne et on a rajouté un 1 ici. On a ajouté un pivot pour cette troisième colonne et on a ajouté une autre colonne ici. Ici, on a ajouté un autre pivot pour notre quatrième colonne. Et donc on a rajouté un 1 ici, et pour notre cinquième colonne, on a rajouté un pivot, on a rajouté une colonne ici. Voilà. Alors on s'aperçoit qu'au-dessus des pivots, il y a des valeurs, donc on va utiliser Gauss-Jordan.
Alors GoJordan a été utilisé ici. Hein. On voit qu'il n'y a plus de valeurs au-dessus des pivots. Toutes les valeurs au-dessus des pivots sont nulles. Par contre, ici, nos 4 vecteurs libres, hein, puisqu'ils ont été créés grâce aux variables libres, on va s'apercevoir, donc d'abord on va les récupérer. Là, il est dans le système. On va les mettre dans B-Free. Et on va s'apercevoir que quand on va multiplier toutes les lignes, où on va prendre le produit scalaire de toutes les lignes de A, par ces colonnes, on va obtenir toujours 0. Donc ça veut dire que toutes ces lignes de là sont orthogonales à toutes ces colonnes de B-Free. Et donc, ces 4 colonnes de B-Free représentent une base pour le complément orthogonal de A. Voilà. Voilà. C'est ici, hein, on a A, on a les B-Free, hein, et on fait A multiplié par B-Free, A multiplié par B-Free, et qu'on obtient 0. Donc ça veut dire que A est orthogonal à B-Free. Toutes les lignes de A sont orthogonales à B-Free. Alors, là, on a donc vu comment trouver une base pour l'espace ligne de A. Alors, il suffit d'utiliser GoJordan, hein, et la position des pivots de AB donne la position. Donc, toutes les lignes dans lesquelles il y a un pivot, on les récupère et ça nous forme une base pour l'espace de A. Ça, c'est pour une base pour l'espace ligne. Et là, pour une base pour le complément orthogonal de A, on part de ce travail et on introduit les variables libres. Et toutes les variables libres vont nous donner une colonne de vecteurs libres. Et c'est ces vecteurs libres qui vont nous donner notre base pour le complément orthogonal de A. Alors là, ce que nous allons voir, c'est un petit complément, soit le sous-espace formé par une base du complément orthogonal de A, donc une base, c'est notre travail du dessus. Vérifions si les sous-espaces est stable par addition et par multiplication par un scalaire. Donc on va voir ce que cela veut dire. Alors on a notre matrice A, on a notre vecteur B, le système AB qui a été construit. Et là directement on a tout le calcul de B-Free. Pourquoi ça va si vite? Parce qu'en fait j'ai supprimé l'affichage. Donc le Gauss-Jordan partial pivoting, la ligne de 0, l'ajout des variables libres, Gauss-Jordan total pivoting qui met des zéros dessus et récupération de B. Et B, à force de parler, c'est... Là, le travail consiste à vérifier si le sous-espace est stable par addition, c'est-à-dire que si on additionne ici la colonne 3 et 4, la colonne 3 et 4, d'accord, et si on la multiplie par B, on obtient toujours 0, ça veut dire que l'addition de la colonne 3 et 4 est toujours orthogonale à A. Elle conserve l'orthogonalité, même si on additionne deux matrices. Alors, c'est ici, hein. Alors, on additionne ici CX, CY, alors on récupère dans CX, on récupère la colonne 1, hein, une colonne. Dans CY de B-Free, on récupère une colonne aussi. Hein. On additionne ces deux colonnes et on multiplie A par ces deux colonnes et on obtient toujours 0. Hein, ce qui veut bien dire que ce vecteur-là, qui est la somme de ces deux-là, est aussi orthogonal à A. Donc là, c'est ici qu'on choisit les colonnes. Alors j'ai pris la colonne 3 et 4, je vais prendre la colonne 2, pas la colonne 1 puisque c'est B, hein, la colonne 2 et 3. Alors ici il y a toujours AB à notre système,
Ici, on résout directement sans perdre de temps. Donc, on a bien nos 3 colonnes qui sont orthogonales, AB. On va additionner la deuxième et la troisième, celle-ci et celle-ci. On va avoir ce vecteur-là. Et quand on va multiplier A par ce vecteur-là, qui est la somme des deux colonnes, on obtient 0. Ça veut dire que A est bien orthogonal à ce vecteur-là, qui est la somme des deux. Voilà. Donc là, on a vu que le sous-espace était stable par addition. Maintenant, par multiplication par un scalaire, on va voir le deuxième exemple. On repart toujours avec notre matrice A, vecteur B, système AB. On calcule directement B free, c'est-à-dire qu'on saute toute cette partie-là, on saute toute la partie que l'on obtient directement. Donc là, on a une collection de vecteurs colonnes qui sont des vecteurs libres, et on s'aperçoit que ces 4 vecteurs libres représentent en fait une base pour le complément orthogonal de A. Pourquoi? Parce que si on prend par exemple la troisième colonne, 1, 2, 3, cette colonne-là, qu'on la multiplie par 4, on voit ici il y a un 1 qui a été multiplié par 4, donc ça fait 4. Et si on multiplie A, toutes les lignes de A, par cette colonne-là, on obtient bien 0. Donc ça veut dire que toutes les lignes de A sont bien orthogonales à cette colonne-là. Et cette colonne-là, c'est la colonne 3 qu'on a multipliée par 4. On va choisir, je crois qu'il y a 5 colonnes, donc on va prendre la 5e colonne. On va la multiplier par 10. Ça permettra de voir, pas 104 par 10. Multiplier par 10, c'est intéressant parce que on voit tout de suite qu'elle a été multipliée par 10. Donc là, c'est toujours notre système. Alors là, on voit pas bien que ça a été multiplié par 10, mais enfin, ah non, c'est ici que ça a été multiplié par 10. Ah oui, ça se voit pas bien, mais enfin, c'est pas grave. Donc ici, on a notre 5e colonne. 1, 2, 3, 4, 5, 5e colonne. On l'a multiplié par 10. On voit ici, il y a 1, ça fait 10. Ici, il y a 0,5 et là, il y a 5, donc on l'a bien multiplié par 10. Et quand on multiplie A par cette colonne, la 5e colonne multipliée par 10, on obtient bien 0. Ça veut dire que A est bien orthogonal à la 5e colonne, même quand elle a été multipliée par 10. Bon, on peut faire un truc amusant, on va la multiplier par 1, 2, 3, 4. Voilà ce que ça donne. Voilà, là on l'a multiplié par 1, 2, 3, 4, et bien on obtient toujours 0. On va même augmenter le nombre de chiffres après la virgule. Donc là il y a 3, on va mettre 6 et 6. Voyez, même 6 chiffres après la virgule, 6 chiffres après la virgule, quand on multiplie A par cette 5e colonne qui a été multipliée par 1, 2, 3, 4, 5, par 1234, donc c'est une grande valeur, et bien on obtient toujours 0. Voilà. Alors ce que l'on a vu, toutes les matrices, pour toutes les matrices, on peut trouver une base. On peut trouver 4 bases. Alors aujourd'hui, on a vu les 2 premières. Alors une base pour l'espace ligne de A et une base pour le complément orthogonal de A. Alors une base pour l'espace ligne de A, il suffit d'utiliser Gauss-Jordan et tous les pivots, toutes les lignes dans lesquelles il y a un pivot, et ben, ça représentera cette base. Pour une base pour le complément orthogonal de A, on part de cette matrice, de ce système. Simplement, on va calculer les variables libres. Et ce sont les variables libres qui vont représenter une base pour ce sont les colonnes
que l'on va obtenir grâce aux variables libres qui vont représenter une base pour le complément orthogonal de A. Et là, on a vu qu'on peut additionner deux colonnes. L'addition de ces deux colonnes restera orthogonale à A, ou bien on peut multiplier une des colonnes par un scalaire et il restera aussi orthogonal à A. Voilà. Bon, ben merci.